Bonsoir Monsieur Bertin. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard ce soir. Toujours un grand plaisir de vous retrouver. On est ravis de vous avoir avec nous autour de la table. Vous avez vu, ça a un petit peu changé. Coralie Mollaret, face à vous, notre journaliste politique que vous connaissez bien. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Je vous présente Soukaina Benjafar pour Territoire de Progrès. Bonsoir Soukaina. Bonsoir Abdel, bonsoir Philippe. Bonsoir Soukaina. Comment ça va Soukaina depuis la semaine dernière? Ça va très bien, merci. Bon, ravi d'être là. Très contente, comme tous les soirs, de vous retrouver sur Bonsoir le Gard. Eh bien c'est super. Et il y a Basile Imbert qui est face à vous, le responsable des jeunes du Gard au Parti Socialiste. Bonsoir Basile. Bonsoir Abdel, bonsoir le Gard. Est-ce que ça va bien Basile aussi? Très bien, très heureux. L'exercice de la semaine dernière s'est Ouais, bien passé? Je crois qu'on a bien essuyé les plâtres avec mon camarade de la France Insoumise et Franck Proust. J'espère que les autres émissions, je vous ai regardées, elles se sont bien passées aussi. Et puis j'espère que ce soir, ce sera bien aussi. Et Eh ben... d'ailleurs, on a eu du succès parce que depuis que Basile a redonné, a attribué à Lénine derrière une volonté, il y a un chemin. Effectivement. C'est ça. Avec Franck Proust. Tout le monde en parle et tout le monde cite à chaque fois cette phrase. Donc, j'espère qu'elle a été citée en conférence de presse historique tout à l'heure de l'Union de la gauche pour les départementales. elle a été citée. On est fidèle à nos canons. Alors Coralie avait la parole, je vais lui laisser puisqu'elle va poser la première question à Philippe Bertin. Monsieur Bertin, je ne vais pas vous parler de Lénine. Mais je voulais savoir si vous étiez aussi intelligent qu'un malcouvreur. Aussi intelligent qu'un malcouvreur. Oh là. Vous avez 2 minutes. Non, en tout cas, je ne sais pas si je suis intelligent ou tout court, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup un malcouvreur, parce que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup. Je le mesure sur les sorties terrain, dans le monde social. Je crois qu'elle fait assez l'unanimité. Alors, si je vous dis ça, c'est parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ce n'est pas le cas d'un malcouvreur parce qu'elle se représente aux élections départementales. Elle avait dit qu'elle ne ferait qu'un mandat. Et vous, est-ce que vous allez faire un nouveau mandat à l'Assemblée nationale en vous représentant aux législatives 2022 ou est-ce que vous allez arrêter comme vous l'avez promis lors de votre élection en 2017? Alors, j'en ai strictement toujours aucune idée, parce que je ne pense pas fonctionner comme beaucoup d'autres, à vrai dire. J'ai lancé un certain nombre de projets, aussi bien à l'échelon national, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis j'ai quelques projets à l'échelon territorial, donc j'espère vraiment les avoir terminés dans les délais. Si je ne les ai pas terminés dans les délais, on verra. Ah, donc vous y êtes toujours entre les deux. Là, cette fois, vous avancez moins qu'en 2017. En tout cas, je ne vais pas cacher que j'ai une pression parisienne très très forte, mais je suis tout à fait capable de résister à toute forme de pression. On parle des régionales, Coralie? Oui, parce que vous êtes pressenti aussi pour être candidat au régional en 3e place sur la liste de la majorité présidentielle. Un faux ou un tox? J'avais toujours l'impression qu'Objectif Gard avait un coup d'avance en termes d'information. Là, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que ça s'appelle une intox. Vous ne serez pas candidat pour les élections régionales? Je ne régionales? serai pas candidat pour les élections régionales. Peut-être 2022 pour les législatives, alors? Tout dépendra. Moi, je ne fais pas de la politique pour faire de la politique, et vous le savez, j'ai vraiment pas besoin de ça. J'ai une vision de la politique qui est très particulière parce que je considère que tout à chacun devrait, au maximum, je vais choisir peut-être un nombre d'années exprès, en faire 10 ans dans sa vie, mais pas plus. Ça vous laisse un 2e mandat du coup? Peut-être, mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce que je mesure tous les jours, c'est la chance d'avoir un parcours personnel, un parcours professionnel, pour pouvoir faire ensuite de la politique comme un homme libre. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis bientôt 4 ans. Alors, vous parliez de vos projets sur le territoire, donc on a compris que vous ne seriez pas donc candidat pour les régionales de juin prochain. Quels sont ces projets sur le territoire? Alors, j'aurais pu très bien être candidat pour les régionales parce que les items de la région sont ceux sur lesquels je travaille depuis l'origine, aussi bien professionnellement. L'emploi, la formation. C'est l'enseignement supérieur, c'est la recherche, c'est aussi quelque part, ça peut être facilement la santé, le développement économique, la culture. Donc, bien sûr, ce sont des items qui me sont très chers, sur lesquels je travaille. Donc, ça aurait fait sens. Mais je crois que chaque jour suffit sa peine. Je connais mon rythme de travail actuel. Il est un peu sévère et je ne vais pas en rajouter. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, puisqu'on rappelle que la dernière fois que vous êtes venu sur notre plateau, vous aviez évoqué l'enseignement supérieur, l'investissement de Nîmes Métropole autour de l'enseignement supérieur. Et on peut le dire, vous étiez déçu des premières annonces de Nîmes Métropole, ce sens. Je vais répondre à la première partie. Oui, j'ai aperçu Franck Proust l'autre soir en visitant le vaccinodrome des Costières.
mais ça a été ma seule rencontre. Non, ce que je voudrais tenter d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'avenir bien écrit pour des villes de plus de 100 000 habitants qui ne mettent pas le paquet dans l'enseignement supérieur, dans la recherche et dans tout ce que ça entraîne derrière, c'est-à-dire l'incubation de projets, les pépinières d'entreprise. Et je fréquente beaucoup, comme chacun le sait, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à la rue Descartes, et j'ai pu rencontrer beaucoup de présidents d'université, vraiment beaucoup, et je m'aperçois que les villes qui ont mis le paquet sur ces thèmes-là sont des villes aujourd'hui transfigurées. Si vous aviez une ou deux mesures, un ou deux conseils à donner à Franck Proust, mais très concrets, pour développer l'enseignement supérieur, ça serait quoi ? La problématique de Nîmes, c'est que Nîmes n'a pas de campus universitaire. Et pour mener à bien toutes les fonctions attendues d'une université. L'université, oui, bien sûr, ce sont des étudiants, évidemment. Ça a une mission pour les petites villes. Je me passe sur les grandes universités, ce qu'on appelle intensives de recherche, que je mets à part. Pas de campus, c'est que c'est éclaté, ça ? Non, c'est d'abord à faire le continuum de l'activité. L'activité d'une petite université dans une ville de taille moyenne, c'est quoi ? C'est un accueil de proximité pour le fameux niveau licence, évidemment. Donc là, le travail est accompli, mais il n'est que partiellement accompli parce que si vous questionnez, vous allez vous apercevoir qu'on n'a malheureusement pas la place nécessaire pour accueillir les étudiants qui demandent à venir. Et puis ensuite, dans ces développements par la suite, je passe au niveau master et voire au-delà, c'est être en adéquation avec le développement économique de son territoire, c'est-à-dire aider à ce développement économique, donc choisir des items, 1, 2, 3, probablement pas plus, qui soient complètement raccord avec les besoins du territoire. Tout chef d'entreprise vous dira dans sa décision d'implantation que dans les 2-3 choix, enfin les 2-3 recherches de ce chef d'entreprise pour cette installation, c'est être sûr de trouver sur place un outil recherche et trouver aussi des stagiaires et trouver des employés pour demain. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir faire. Alors si, moi je vais être un peu provocateur, je propose à la métropole de donner le site de l'Herrier à l'Université de Nîmes pour en faire un grand pôle scientifique, ce qui sera dû être toujours, puisque je rappelle qu'autour, il y a ce qu'on appelle un parc scientifique et technologique Georges Besse. Et je pense qu'on aurait vraiment besoin de toute cette installation pour pouvoir mener à bien notre mission. Il y a quelques jours, la secrétaire d'État Sarah Herry était à Nîmes. Elle est venue notamment sur votre circonscription, puisqu'elle était à Marguerite. Et je crois que Soukaina, vous avez une question pour le député. Oui, effectivement. Il y a quelques jours, vous avez accompagné votre ancienne collègue qui est aujourd'hui secrétaire d'État chargée de l'engagement et de la jeunesse à la Banque alimentaire, à la Banque alimentaire du Gard, qui est un acteur majeur de la lutte contre la précarité alimentaire dans le département. On sait que des milliers de foyers bénéficient de cette aide alimentaire. Je voulais vous demander, le gouvernement a mis en place un chèque alimentaire à destination des foyers les plus démunis. Vous, en tant que parlementaire, quelle est votre action, ou quelle sera votre action pour accompagner la mise en œuvre de ce dispositif qui devrait aider des milliers de familles gardoises à se nourrir et à vivre plus dignement? Moi déjà, je veux revenir sur la Banque alimentaire du Gard parce qu'elle est... c'est pas la première fois que j'y allais, ça fait quatrième fois, je crois que je m'y rendais. Ils font un travail colossal. Et malheureusement, j'ai bien peur que ça ne puisse que s'amplifier de par les circonstances économiques et sociales du moment. Moi, en fait, j'y suis allé aussi parce que je suis obligé de m'intéresser à ma circonscription, évidemment. Et les besoins ne sont pas toujours là où on les croit. J'ai détecté, et je travaille sur un projet d'épicerie solidaire, donc je veux connecter avec la Banque alimentaire sur Uzès. Sur Uzès, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul acteur qui s'appelle la Croix-Rouge, qui est largement insuffisant, et on a une paupérisation très importante à Uzès. Les gens ont une vision idyllique d'un Uzès, j'allais dire un peu bobo, et ça masque une réalité très sévère. Donc c'est un peu aussi pour ça que je vais, entre guillemets, draguer la Banque alimentaire. C'est pour que quand on arrivera à franchir ce pas, je fais ça en connexion avec un tiers-lieu qui est le tiers-lieu 21, qu'ils n'oublient pas qu'à Uzès, il y a de vrais... Et sur le chèque alimentaire, oui. Directement le chèque alimentaire, il faut surtout, à mon sens, pour l'instant, comme beaucoup de décisions venant du haut, il faut déjà le publiciser, il faut le faire connaître. Et j'ai peur de devoir dire qu'il est encore
très 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 méconnu. Mais comment on Donc, fait justement pour on en parle retirer ce soir déjà. Non, mais comment on fait pour en bénéficier de ce chèque? Il faut aller le chercher où? J'imagine qu'il faut aller le chercher dans les services sociaux, à la CAF par exemple, bien sûr. Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui est portée par le MoDem. Je crois que c'est une question que vous voulez poser ce soir, Basile. Effectivement, alors ça risque peut-être de dénoter avec le sujet précédent de la banque alimentaire. D'ailleurs, je salue le travail de mon camarade Joseph qui la préside aujourd'hui, de tous les bénévoles qui s'en occupent, parce qu'on voit bien sur ce territoire qu'il y a un réel besoin d'accompagnement des personnes fragiles. Et c'est pas seulement les politiques qui peuvent le faire, mais aussi plein de bénévoles. Pour revenir à ma question sur la proportionnelle, Monsieur Bertin, une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, c'était d'instaurer une part de proportionnelle pour les élections législatives. Promesse faite notamment à votre formation politique, le MoDem. François Bayrou l'a porté pendant toute sa carrière. Hélas, interrompu il au continue à le ministère. faire. Il continue à le faire. Promesse non tenue, promesse sans cesse reportée par le président de la République, de la majorité présidentielle dans laquelle vous faites partie à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été dupé sur le sujet de la proportionnelle par le président de la République ? Alors j'ai encore un petit espoir. Je ne pense pas que le dossier soit complètement enterré. On ne veut pas de la proportionnelle pour de la proportionnelle. On veut de la proportionnelle parce que ça sera certainement l'un des thèmes qu'on va aborder tout à l'heure. On veut de la proportionnelle parce que le désastre démocratique dans ce pays est profond. J'ose même pas imaginer le taux de participation aux élections du mois de juin. Ça va être, je pense, assez dramatique. Donc il faut mettre en batterie tous les moyens possibles pour que le champ politique soit réinvesti par les citoyens. Et ça, c'est un énorme travail. Pour leur donner l'appétence, il faut à un moment donné qu'ils se sentent représentés. Et on ne peut pas rester aujourd'hui avec une représentation nationale qui finalement n'embrasse qu'une minorité de la population. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, je vais prendre vous connaissez mon combat contre les extrêmes, mon combat contre tout ce qui est anti-républicain. C'est un peu facile le jeu qu'on leur laisse actuellement. C'est-à-dire que, bon, on a 4-5 députés Rassemblement National à l'Assemblée, dont une présidente qui vient en moyenne 10 minutes par semaine dans l'hémicycle. Je peux vous donner son circuit. Elle arrive un petit peu en avance le mardi aux questions gouvernement parce que dans la salle des 4 colonnes, la presse est présente. Donc elle a un premier contact avec la presse. Elle s'installe dans l'hémicycle 10 minutes après et chaque fois je fais l'opération de tourner la tête. Et elle a déjà disparu parce qu'elle retourne à la salle des 4 colonnes pour remettre une couche de communication. Bon, ça c'est pas très bon pour la démocratie, c'est pas très bon pour son image me semble-t-il, et je pense qu'il faudrait le faire savoir parce que ces gens-là donc d'abord ne travaillent pas, ces gens-là ne proposent rien, et ensuite par contre, moi je m'aperçois que puisque les régionales vont arriver, dans les hémicycles régionaux ils sont présents, ils bénéficient de la proportionnelle, et je crois que la meilleure façon de les combattre c'est de les avoir face à face, et effectivement montrer que le populisme a ses limites, la démagogie a ses limites, et qu'ils ne sont porteurs de strictement aucune proposition. Donc moi je les aimerais un peu plus présents, et par ce biais-là aussi, que leurs électeurs se rendent compte de leur réalité. Et donc aujourd'hui, aller sur les plateaux de télévision, et effectivement se défouler et exprimer tout son fiel, c'est un petit peu facile. Moi, et dans les régions, je m'aperçois que quoi ? Je m'aperçois qu'ils sont vecteurs d'aucune proposition, ils sont présents, et ça n'empêche pas les majorités régionales de fonctionner, mais en tout cas, on ne peut pas critiquer les représentations régionales, parce qu'elles représentent tout le monde. Mais ce que vous dit Basile, c'est que... Concrètement, ma question, j'entends la proportionnelle, je suis doctorant en sciences politiques, la question des modes de scrutin, on voit bien que ça a un impact sur l'élection. Pourquoi Emmanuel Macron, à votre avis, ne veut pas de la proportionnelle qu'il avait pourtant promise ? Je n'en sais strictement rien. À mes yeux, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il faut retisser ce lien fort avec les citoyennes et les citoyens. Vous a déçu, Emmanuel Macron ? Sur ce thème-là, oui, bien sûr. Bien sûr. On avance sur votre mandat de député. Vous avez été très actif. Vous avez été d'abord rapporteur dans le cadre du projet de loi sur la programmation pluriannuelle de la recherche, président du groupe de travail sur la Covid-19, co-rapporteur du projet de loi bioéthique. On pourrait parler aussi des travaux sur le handicap et l'autonomie. Je crois que Soukaina d'ailleurs aura une question là-dessus. Mais finalement, quand vous vous retournez un petit peu en arrière, de quoi vous êtes le plus fier ? D'abord, j'ai la fierté d'être resté dans ce que j'appelle ma ligne de nage. C'est-à-dire que j'y suis allé avec ce que j'espère être quelques compétences, issues d'un parcours professionnel, évidemment. Et donc, j'y suis allé pour me battre
dans les thèmes pour lesquels je me bats depuis toujours. Je me suis battu pour une université à Nîmes, je me bats pour de la recherche à Nîmes, je me bats pour la santé. Donc, en fait, j'ai une transversalité dans ce monde-là. Cette transversalité, j'ai la chance, dirais-je, que peut-être que elle va pouvoir évoluer. Cette transversalité, c'est 3 millions de gamins. C'est 3 millions de gamins, 3 millions de petits gamins français, 30 millions de petits Européens qui souffrent de maladies génétiques et de maladies rares, qui sont souvent les laissés pour compte. C'est quand même pratiquement un Français sur 20 qui est porteur de maladies rares. Et pour lesquels, ça y est, on a aujourd'hui le début, et ça va aller très très vite, de solutions thérapeutiques. Donc mon objet central, c'est de permettre à ces gamins, à condition d'avoir été diagnostiqués suffisamment tôt, donc ça fait partie de mes combats, de pouvoir accéder, et j'allais dire en plus à des prix abordables, à ce qui va les soigner. Alors c'est très intéressant, je vais essayer d'expliquer ça en 1 minute, c'est qu'en fait les problèmes qui se posent pour ces pathologies-là, qui vont vraiment obligatoirement engendrer une revisitation, je ne sais pas comment dire cela, complète de ce que c'est que le médicament et comment on donne un médicament et à qui on le donne. Les questions posées par les maladies rares sont les questions qui vont se poser pour toutes les grandes pathologies demain. Je prends un exemple, le cancer, je fais cette provocation à dessein, le cancer est une maladie rare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, quand on soignait un cancer du poumon, on soignait un cancer du poumon. Aujourd'hui, on va tellement loin dans la définition du cancer de M. Dupont, qu'on va soigner le cancer de M. Dupont. Donc en fait, le cancer est un ensemble de maladies rares. Et on va le soigner avec les mêmes outils que les maladies rares, et donc avec les mêmes problématiques de revisiter totalement le coût du médicament et le type de médication. Et donc c'est mon combat. Et je vais rien vous cacher, je suis très, en tout cas pour l'instant, très optimiste, parce que je pressens de grandes annonces début juillet, et j'ai la fierté de me dire que très modestement, à mon petite échelle, avec bien sûr un enterrement, j'ai participé à ce qui pourrait être annoncé début juillet. Soukaina, vous vouliez poser une question, là aussi, aux députés, sur ces travaux. Effectivement, vous avez porté une loi sur l'amélioration de la prestation de compensation du handicap. PCH, oui. Oui, la PCH, et je suis très, très impliquée sur les questions liées au handicap. Le Sénat s'est prononcé il y a quelques temps sur la désolidarisation du calcul de l'allocation adulte handicapé sur les revenus du conjoint. C'est-à-dire qu'en gros, on calculerait l'AAH sur la personne sans prendre en compte les revenus du conjoint. Est-ce que vous seriez pour cette mesure Est-ce que vous seriez pour l'application de cette mesure ? Eh bien oui. Je suis pour cette mesure parce que un couple, c'est un homme et une femme qui vivent leur vie, qui vont avoir... un homme et une femme. Oui, pas toujours un homme et une femme, enfin, excusez-moi, je sais que vous êtes très progressiste là-dessus. Oui, plutôt. Mais on n'a pas à rentrer dans la dépendance. On a déjà la dépendance du handicap, mais en plus à devenir dépendant du conjoint. Donc il faut que chaque individu puisse rester effectivement avec son degré d'autonomie. Donc je suis totalement pour la désolidarisation, absolument. En deux mots, sur le coronavirus, 1 an après la pandémie, est-ce que vous considérez, M. Bertha, qu'on est sorti d'affaire ? Chaque fois j'ai cette question, Abdel, ça fait plus d'1 an qu'on se pose cette question. La réponse est désespérément non. Et vous le savez. On a aujourd'hui un peu stabilisé les choses. On croise les doigts, je le répète à chaque fois, toujours dans l'angoisse d'un nouveau variant qui pourrait être encore pire que ses prédécesseurs. On est aujourd'hui engagé dans un combat vaccinal qui est pas simple. Qui est pas simple tout simplement parce que, justement, on paye ce sur quoi je travaille énormément depuis bien longtemps. On paye une santé en France qui va pas bien. Je parle pas, bien sûr, on pourrait en parler de l'aspect hospitalier. Je parle du parcours du médicament, de la recherche fondamentale jusque... Pourtant, l'Institut Pasteur vient d'annoncer quand même qu'il y avait un traitement possible qui était rentré dans phase 3, je crois. En attendant, on est quand même, pour un pays comme le nôtre, qui justement est le pays de la vaccination, une vaccination qui, je rappelle, a sauvé dans les 10 dernières années, je ne parle pas de celle du coronavirus, je parle de vaccination globalement, plus de 40 millions d'individus quand même. Eh bien, on attendait autre chose, on attendait un vaccin à la française. Et ce vaccin, on ne l'a pas. Donc, s'il nous met dans une difficulté supplémentaire, on a eu des difficultés sur l'accès aux masques, sur les tests PCR, parce qu'on s'est laissé, au fil des décennies, complètement déshabillé
progressivement sur toute cette filière. Je crois que Basile avait une question là-dessus. Alors, pour une fois, c'est pas comme la question de la banque alimentaire, ça va pas tomber comme un cheveu sur la soupe. Effectivement, ma question, elle est vraiment liée à cet enjeu de la vaccination, parce qu'en fait, derrière l'enjeu de la vaccination, il y a l'enjeu de la production du vaccin, et puis surtout de sa découverte. Et vous l'avez dit vous-même, si on avait pu découvrir un vaccin à la française, ça aurait pu être peut-être plus facile, ou en tout cas au moins déjà une source de fierté aussi nationale. Oui. Pourtant, il n'y a pas eu de vaccin à la française sur le Covid. Sanofi a malheureusement échoué pour l'instant à produire son vaccin. Ça vient aussi du fait que s'il n'y a pas de politique de recherche, parce que les vaccins ils ne tombent pas tout seuls, ils tombent parce qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé pendant des années, et vous-même généticien, j'imagine bien que vous le savez. Pourtant, à l'Assemblée nationale, cette année, il y a eu une mauvaise loi de recherche qui a été votée, puisque les crédits de la recherche sont bas. Moi, je suis doctorant en sciences politiques, je vois bien dans les laboratoires, il y a eu une grogne, mais phénoménale, comme jamais dans de nombreuses universités, dans de nombreux labos. C'est une loi qui n'est pas suivie par, malheureusement, la loi de programmation de la recherche. Une grande partie du monde de l'enseignement, il y a beaucoup de doyens qui sont prononcés contre. Les universités ont besoin de davantage de moyens, les étudiants aussi. On l'a vu avec la crise de la précarité étudiante. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le vaccin de demain, avec une telle loi de recherche, on n'est pas près de l'avoir ? Alors, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous dites dire dans la plénitude. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'on n'a pas mis assez de moyens, mais enfin, comme j'ai dit à tous mes détracteurs, puisque je portais une partie de ce projet... Vous étiez rapporteur de voilà, cette loi. quand on me propose 23 milliards, je prends 23 milliards, parce que je sais que si on prend l'exemple de la mandature précédente, qui est une coloration politique que vous connaissez bien, la seule promesse qui a été faite en 5 ans, c'était la création de 9000 postes qui n'ont jamais été créés. C'est-à-dire qu'il ne s'est strictement rien passé pour la recherche dans les 5 années qui ont précédé. Et puis on peut remonter dans le temps parce que cette descente de notre système de recherche qui nous a amené de la 3e à la 8e position est quand même le résultat d'un non-travail sur ces thématiques-là depuis bien longtemps et depuis plusieurs présidences de la République. Donc aujourd'hui, il y a un effort important qui est fait. Je vous donne un exemple. L'Agence nationale de la recherche, il y a encore quelques années, c'était chaque fois que les chercheurs présentaient un projet, ils avaient 8% de chances de succès. Et bien là, ils vont passer à l'échelle de toutes les grandes agences européennes avec une chance sur 3. Ça change quand même la donne. Et puis il me semble avoir compris, attendez, je finis là-dessus, il me semble aussi avoir compris, parce que ça va bien sûr s'échelonner sur les 2-3 ans, que tous mes collègues, en particulier les jeunes chercheurs, les jeunes maîtres de conférences, et j'ai validé ça en posant la question l'autre jour à mon président d'université, parce que j'aime bien voir la mise en action de ce qu'on décide, eh bien, ont vu une augmentation de salaire qu'ils n'avaient pas connue depuis 15 ans. Donc, on peut ne pas être satisfait. Je ne suis pas satisfait, en particulier sur la santé, parce que... Effectivement, 23 milliards d'euros, c'est même pas 1% du PIB. C'est pas 1% du PIB. Enfin, honnêtement, on va arriver donc à une recherche effectivement publique qui va donner à la fin 1%. Notre problème actuellement, c'est effectivement tenir notre engagement à 3% du PIB, mais les 2% qui manquent, c'est un manque d'effort de la recherche privée et pas de la recherche publique. C'est la recherche privée qui est très en retard. Mais je croyais qu'avec la suppression de l'ISF, les riches allaient majoritairement investir dans la recherche dans notre pays. Ça ne marche pas ? D'abord, l'ISF n'a pas été supprimé, il a été remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Qui rapporte beaucoup moins à l'État, vous le savez. Qui rapporte pas mal quand même. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que franchement, moi je défends la ministre Vidal. Moi, je connais la situation qu'elle a trouvée en arrivant. Elle fait un boulot Il y a une ministre en ce moment que je lui souhaite. Oui, mais ça aura été, et on fera le bilan quand vous voulez, en fin de ce mandat, la plus réformiste que nous n'ayons jamais eu. Je le dis parce que la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, Parcoursup, il fallait le faire. Il était temps de le faire. Parce que le tirage au sort, je pense que personne ne pouvait s'en satisfaire. Les nouveaux moyens alloués, il fallait le faire. Milliers de jeunes par la loi sur le LMD, parce que je suis en train effectivement de travailler sur la transition licence-master, ben c'est elle qui le fait. Donc, moi je lui reproche par contre, mais parce qu'elle était tellement prise par l'enseignement supérieur et la recherche qu'elle a oublié le I d'innovation. Mais parce que l'innovation, c'est un peu le problème. Je ne suis pas sûr que ça soit là qu'il faille la mettre, c'est-à-dire que ce soit dans ce ministère. Quand on vous écoute tous les deux, on a le sentiment qu'on comprend pourquoi la campagne de vaccination peut être lente en France, vu que ce n'est pas la France qui les a produits. Pour autant, est-ce que vous comprenez quand même le désarroi des Français quand ils ouvrent le journal, quand ils regardent France 2 et qu'ils voient qu'aux États-Unis, on enlève le masque, qu'on déconfine, et nous, on en est encore on va essayer de déconfiner, mais on a toujours des cas, on a toujours des hospitalisations qui restent élevées. On peut faire des comparaisons de pays à pays.
effectivement. Je pense que malheureusement, les pauvres Américains ont payé un tribut dans l'ère Trump qui a été absolument terrible et que j'aurais pas voulu connaître dans mon pays. Je peux vous dire qu'on vaccine aujourd'hui plus qu'en Allemagne, qu'on vaccine beaucoup plus que beaucoup de pays européens. Le problème de départ, c'est qu'il faut comprendre que la recherche, et la recherche du vaccin n'échappe pas à ce propos-là, ça s'appelle une compétition. C'est ça le principe de la recherche. Mais est-ce qu'on n'a peut-être pas été suffisamment ambitieux? Non, parce que finalement Donald Trump, on c'est peut pas tout une question lui reprocher. d'ambition. Honnêtement, mais c'est pour pas le une coup, question il a mis des d'ambition. sous sur la table. C'est pas une question d'ambition. Je crois qu'on s'est un petit peu assis sur notre savoir-faire en pensant tous les ans on sort un vaccin contre la grippe, tous les ans ça se passe très bien, il y a les doses qu'il faut, tout va bien. Et on pensait effectivement que la stratégie, qui est une stratégie Sanofi-Pasteur, maintenant plutôt ancienne, allait être la bonne pour ce type de virus-là. Et on s'est trompé. On s'est trompé, tout bêtement. On s'est trompé. Alors, mais force est de constater que dans l'urgence, comme a dit Abdel, Trump a mis de l'argent sur la table. Et nous, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de déléguer à l'Union européenne pour les payer moins cher? C'est un pari aussi, parce que les non, parce que alors, si en laboratoires, plus on avait créé une guerre à l'accès au vaccin entre pays européens, là je pense que ça aurait été pour le compte, d'abord terrible pour l'Europe, et moi je suis un pro-européen définitif et totalement convaincu, et ça aurait été probablement encore pire. Donc effectivement, une négociation portée à l'échelle européenne a plus de poids qu'une négociation portée individuellement, pays par pays. Non, on s'est planté, mais je peux vous raconter l'histoire de Sanofi. Bon, Sanofi va avoir son vaccin. Peut-être pour une prochaine émission. Mais une prochaine émission. Mais voilà, non, le problème c'est qu'on a montré quelque part que on est un vieux pays, c'est ça qui nous... avec une vraie histoire, ça c'est super, mais que on a raté, en tout cas dans le domaine du médicament, et j'ai fait un rapport que j'ai remis à l'Élysée, vous le savez, il y a 3 semaines là-dessus, on a raté l'innovation, on a raté, je dirais, ce que doit être la santé de demain. Donc il est temps de rattraper ce retard, il est toujours temps. Je pense qu'on vient d'annoncer, il va être annoncé déjà un fonds de 6 milliards supplémentaires pour aider les jeunes start-up et les jeunes entreprises de biotechnologie santé. Il était temps, parce qu'elles ont un peu tendance à partir à l'étranger ou à se vendre pour pas grand-chose. Il faut aller vite et aller beaucoup plus loin. En tout cas, ça nous aura, j'espère, servi de leçon. En tout cas, moi, je fais tout pour qu'il en soit ainsi. Une toute dernière question sur le passeport vaccinal qui va faire son entrée, si tout va bien, en Europe au mois de juin prochain. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Monsieur Bertha? Mais une réponse très courte, s'il vous plaît. Compliqué, c'est-à-dire qu'il n'était pas question d'en parler tant qu'on n'avait pas l'accès au vaccin. Bon, là, ça va s'accélérer, donc pourquoi pas. Moi, j'ai un problème scientifique derrière. Et je n'arrive pas à obtenir la réponse. La réponse, et on le base sur quoi? Ce passeport vaccinal. Sur un test PCR, dont on sait qu'à J0, il peut être négatif, et à J+1 devenir positif? Ou est-ce qu'on le base sur la vaccination? Le problème, c'est que je n'ai pas de retour, ils existent, j'espère, mais la vaccination n'a débuté qu'en décembre, en tout cas aux États-Unis. On n'a pas de recul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne connais pas quelle est l'immunité acquise sur la durée par les populations vaccinées. C'est ça qui me fait souci. Et donc, ça veut dire que si on veut le baser sur quelque chose en étant très rigoureux, il faudrait le baser sur un test immunologique sur le sérum, c'est-à-dire aller tester vos anticorps régulièrement et vous assurer qu'ils sont bien là, bien installés et qu'ils perdurent. Merci, Monsieur Bertha, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.